Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Cette vidéo fait suite à celle consacrée à l'étude élémentaire de la fonction arithmétique tau qui compte le nombre de diviseurs d'un entier positif. Rappelons que tau prend la valeur 2 chaque fois qu'elle est appliquée à un nombre premier et qu'elle n'est pas majorée puisque, par exemple, tau de 2 puissance k est égal à k plus 1 vu que les diviseurs de 2 puissance k sont les puissances de 2 d'exposants compris au sens large entre 0 et k. Les variations de taux sont donc, disons, assez erratiques, comme en témoigne cette animation. Nous allons nous intéresser au comportement en moyenne de taux, notre objectif consistant précisément à établir la formule suivante, dans laquelle gamma désigne la constante de l'air. Nous allons noter S indice n, cette somme, et tâcher déjà d'en obtenir une expression plus maniable. Pour cela, on va noter delta indice d, l'indicatrice des diviseurs de d, c'est-à-dire que delta indice d de k vaut par définition 1 si k est un diviseur de d et 0 sinon, de sorte que pour tout entier d supérieur ou égal à 1, taux de d est égal à la somme pour k de 1 à d delta d de k. En effet, dans cette dernière somme, tous les termes sont nuls, sauf ceux dont l'indice k est un diviseur de d, et cela valent 1. La somme en question est donc bien égale au nombre de diviseurs de d, c'est-à-dire à taux de d. Il s'ensuit que l'expression Sn, définie plus haut, se présente maintenant comme une double somme. Après interversion des sigma, on obtient ceci. Dans la somme interne, l'indice k est fixé, et l'on compte 1 chaque fois que d est un multiple de k. Cette somme interne représente donc le nombre de multiples de k qui sont inférieurs ou égaux à n. Ces entiers sont ceux de la forme lambda k, avec un lambda compris entre 1 et n sur k, et leur nombre est donc la partie entière de n sur k. Moralité, on a l'égalité suivante, la somme des taux de d pour d de 1 à n est égale à la somme des parties entières de n sur k pour k de 1 à n. Comme annoncé plus haut, cette nouvelle écriture va s'avérer plus maniable et elle va permettre d'élucider le comportement asymptotique de cette somme. Avant d'aller plus loin, vous souhaiterez peut-être faire le point sur la notion de partie entière. Si tel est le cas, je vous invite à consulter cette vidéo qui présente la fonction partie entière et qui en rappelle les principales propriétés. Comme on le fait souvent pour étudier le comportement asymptotique d'une quantité, on va procéder par encadrement. Pour tout entier k entre 1 et n, on dispose de cette double inégalité. En ajoutant membre à membre, on obtient ainsi un encadrement pour la somme des taux de d pour d variant de 1 à n. Cette somme est comprise entre nhn-n et nhn, où hn désigne le nème nombre harmonique dont on rappelle au passage la définition. Maintenant, on va se servir de l'encadrement classique de hn, dont je ne détaille pas ici la preuve. Si nécessaire, on peut en parler dans les commentaires. En injectant cette information dans ce qu'on a obtenu plus haut, on voit que la somme des taux de d pour d de 1 à n est comprise entre n log de n moins n et n log de n plus n. On retiendra pour le moment que la somme des taux de d est égale à n log de n plus un grand taux de n. Par conséquent, après division par n, voici une première estimation pour la moyenne du nombre de diviseurs. Ce n'est pas aussi précis que ce qui a été annoncé en début de vidéo, mais ce n'est déjà pas si mal. En première approximation, cette moyenne se comporte donc, lorsque n est grand, comme le logarithme de n. Et comme souvent en théorie analytique des nombres, on parvient à estomper les irrégularités des variations d'une suite en la remplaçant par la suite des moyennes. Maintenant, on va reprendre les calculs avec des outils plus affûtés et obtenir une estimation plus précise. Schématiquement, nous aurons besoin de deux choses. D'une part, un développement asymptotique plus précis pour hn, à savoir logarithme de n plus la constante de l'air plus un grand taux de 1 sur n. Et d'autre part, un argument de nature géométrique, connu dans la littérature sous le nom de méthode de l'hyperbole,
est due au mathématicien allemand Dirichlet. Je ne vais pas m'étendre sur le développement asymptotique en question pour Hn, dont vous pourrez trouver facilement la preuve par ailleurs, par exemple dans cette vidéo sur la constante de l'air. Pour la méthode de l'hyperbole, je vais en revanche détailler. Sur cette figure, on voit la branche d'hyperbole d'équation xy égale n pour x et y positifs. Les points noirs qui apparaissent représentent les couples PQ d'entiers naturels non nuls inférieurs ou égaux à n et situés sous l'hyperbole au sens large, certains de ces points pouvant figurer précisément sur l'hyperbole. On va noter AN, l'ensemble de ces couples, et on va s'intéresser à deux parties de cet ensemble. D'une part, la partie formée des couples dont l'abscisse est majorée par racine de n. Cette portion sera notée Bn. Et d'autre part, la partie formée des couples dont l'ordonnée est majorée par la racine carrée de n et qui sera notée Cn. Il est clair que An est l'union de Bn et de Cn, et que cette union n'est pas disjointe, plus précisément l'intersection entre Bn et Cn est l'ensemble des couples d'entiers compris entre 1 et la partie entière de racine de n. La formule pour le cardinal de l'union de deux ensembles finis s'applique, et elle montre que le cardinal de An est égal à la somme des cardinaux de Bn et de Cn moins le cardinal de l'intersection, c'est-à-dire moins le carré de la partie entière de racine de n. En outre, Bn et Cn sont équipotents, et donc le cardinal de An est égal à 2 fois le cardinal de Bn moins le carré de la partie entière de racine de n. Maintenant, quel est le rapport entre An et la moyenne des nombres de diviseurs, me direz-vous? Le rapport est que le cardinal de An peut s'écrire comme la somme, dont tous les termes valent 1, indexée par les couples Kj appartenant à An. Et cette somme peut s'écrire comme une somme double, somme pour k de 1 à n de la somme pour j variant de 1 à la partie entière de n sur k de 1, et ceci est encore égal à la somme des parties entières de n sur k pour k de 1 à n. Or, cette dernière somme, nous l'avons déjà vue, rappelez-vous, nous avons prouvé plus haut qu'elle est égale à la somme des taux de d pour d de 1 à n. La conséquence de tout cela est l'identité suivante. La somme des taux de d pour d de 1 à n est égale à 2 fois la somme de 1 à partie entière de racine de n des parties entières de n sur k, moins la partie entière de racine de n au carré. Et cette égalité va nous fournir une estimation pour le membre de gauche, beaucoup plus précise que celle dont nous disposions, à savoir qu'il est égal à n logarithme de n plus un grand taux de n. On va commencer par remplacer chaque partie entière par la différence entre son argument et la partie fractionnaire de celui-ci, ce qui donne déjà ceci. 2n h indice partie entière de racine de n, moins 2 fois la somme des parties fractionnaires de n sur k, de 1 à partie entière de racine de n, moins le carré de racine de n moins partie fractionnaire de racine de n. Ensuite, on va injecter ici le développement asymptotique dont nous disposons pour les nombres harmoniques et que je vous remets sous les yeux. On obtient ainsi que la somme des taux de d pour d de 1 à n est égale à 2n en facteur du logarithme de partie entière de racine de n plus la constante de l'air plus un grand taux de 1 sur racine de n moins 2 fois la somme de 1 à partie entière de racine de n de la partie fractionnaire de n sur k moins n plus 2 parties fractionnaires de racine de n que multiplie racine de n et moins encore le carré de la partie fractionnaire de racine de n. Cette somme est un grand taux de racine de n puisqu'elle comporte partie entière de racine de n termes qui sont tous des grands taux de 1. Ce terme est aussi un grand taux de racine de n, et quant à ce terme, il est certainement grand taux de 1. En outre, 2n logarithme de partie entière de racine de n, ça peut s'écrire comme ceci, et après mise en facteur, on obtient n log de n plus 2n logarithme de 1 moins partie fractionnaire de racine de n sur racine de n, et ce terme est lui aussi un grand taux de racine de n. Si l'on fait la synthèse de toutes ces estimations, il reste que la somme des taux de d pour d de 1 à n est égale à n logarithme de n plus 2 gamma moins 1 que multiplie n plus un grand taux de racine de n. Il ne nous reste qu'à diviser chaque membre par n pour obtenir le résultat voulu. La moyenne des taux de d
pour d entre 1 et n est égal à log de n plus 2 gamma moins 1 plus un grand O de 1 sur racine de n. Dans l'état actuel des connaissances, on dispose de certaines améliorations pour ce terme d'erreur, mais les preuves correspondantes sont difficiles. La détermination de l'ensemble des réels alpha pour lesquels ce terme peut s'écrire grand O de n puissance alpha constitue toujours un problème largement ouvert. On sait, par des travaux dus à Hardy et Landau, que la borne inférieure de cet ensemble est au moins égale à moins 3/4, mais sa valeur exacte reste énigmatique. Cette question est connue sous le nom de problème des diviseurs de Dirichlet. Voilà, j'espère que cette modeste incursion dans la théorie analytique des nombres vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous très vite sur cette même chaîne pour un nouvel exposé.